vengeance. Imaginez la scène. Votre femme entre dans la cuisine pendant que vous dînez, pose son téléphone sur la table et annonce qu'elle part à Monte-Carlo pour son week-end d'anniversaire avec ses amis. Pas une demande, une annonce. Comme si elle lisait la météo. C'est exactement ce qui m'est arrivé mardi dernier. Elle se tenait là, avec un petit sourire satisfait 26 satisfait, attendant ma réaction. Cette même femme qui me demandait autrefois mon avis sur tout semblait désormais se ficher complètement de ce que je pensais d'un voyage de 4 jours à Monte-Carlo avec ses amis les plus toxiques. Le voyage à Monte-Carlo aura lieu. Que ça te plaise ou non, a-t-elle déclaré, reprenant son téléphone pour faire défiler ce qui ressemblait à des réservations d'hôtel. C'est mon anniversaire, c'est mon choix. N'essaie même pas de me dissuader. J'ai posé ma fourchette et l'ai regardée attentivement. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée. C'était quelqu'un qui avait été influencé par son nouveau cercle d'amis, toutes récemment divorcées, toutes amères, et toutes occupées à lui remplir la tête d'idées sur le fait de vivre sa meilleure vie et de ne pas laisser un homme la contrôler. « Qui vient avec toi ?» ai-je demandé calmement. Elle a levé les yeux au ciel de manière théâtrale. Le groupe habituel. Et avant que tu ne commences avec tes commentaires moralisateurs, ce sont des femmes qui ont réussi et qui savent s'amuser, réussi. Vraiment. L'une était professeure de yoga qui postait des photos à moitié nues pour attirer l'attention. Une autre était sans emploi, vivant de sa pension alimentaire. Et la troisième avait dilapidé son indemnité de divorce en 6 mois. C'était un de ces nouveaux modèles. « Combien ça va coûter ?» ai-je demandé, gardant un ton posé. « Ça ne te regarde plus », a-t-elle rétorqué. « Je gagne mon propre argent. Je peux le dépenser comme je veux. » Sauf qu'elle oubliait commodément que nous avions des comptes joints, des cartes de crédit communes et des responsabilités financières partagées. Son argent était autant le mien que le sien. Et dernièrement, elle le dépensait comme s'il n'y avait pas de lendemain. On avait convenu de discuter des dépenses importantes. Lui ai-je rappelé? Elle a ri, vraiment ri, des dépenses importantes. C'est un voyage d'anniversaire, pas l'achat d'une voiture. Arrête d'être si contrôlant. Contrôlant, le mot que ses amis lui répétaient depuis des mois. Apparemment, vouloir être consulté sur les décisions financières dans mon propre mariage faisait de moi quelqu'un de contrôlant. Vouloir que ma femme passe du temps avec des gens qui ne détestaient pas ouvertement les hommes faisait de moi quelqu'un de contrôlant. Je ne suis pas contrôlant. Je suis responsable. On a une hypothèque, des paiements de voiture. Et tu viens d'acheter une nouvelle garde-robe le mois dernier. Peu importe, a-t-elle dit, balayant l'air de la main. J'y vais. Fin de la discussion. Les filles et moi, on va s'éclater. Et tu n'y peux rien. Elle s'est tournée pour partir. Puis s'est arrêtée et m'a regardé avec un sourire satisfait. Oh, et ne m'attends pas? On pourrait prolonger le séjour si on s'amuse trop. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une célébration d'anniversaire. C'était une question de pouvoir. Elle testait jusqu'où elle pouvait me pousser, combien de manque de respect je tolérerais. Elle voulait voir si j'allais supplier, implorer ou faire une crise comme un mari insécure, mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que je ne supplie pas, je n'implore pas, et je ne fais certainement pas de crise. Quand quelqu'un me montre qui il est vraiment, je le crois. Et quand quelqu'un décide qu'il n'a pas besoin de me respecter, ni notre mariage, je prends des notes les jours suivants. Son attitude s'est intensifiée. Toujours au téléphone avec ses amis. Rien de leur plan pour Monte-Carlo. Parlant assez fort pour que j'entende qu'elle était, enfin libre. Qu'elle n'avait de compte à rendre à personne. Elle a réservé la suite la plus chère dans un hôtel de luxe. A fait des réservations dans des restaurants où une addition dépasse le loyer de la plupart des gens. Et a prévu des soins au spa qui pourraient nourrir une famille pendant une semaine. Tout cela sur notre carte de crédit commune. Bien sûr, quand j'ai essayé de reparler du budget, elle m'a coupé la parole avec un venin pur dans la voix. Je me fiche de ce que tu penses de mes amis et je me fiche de ce que tu penses de ce voyage. Je fête mon anniversaire avec elle à Monte-Carlo. Et c'est définitif. Ces mots flottaient dans l'air comme un défi. Elle avait tracé une ligne dans le sable. Sa position était claire comme de l'eau de roche. Elle se fichait de ce que je pensais. De tout. Notre mariage était devenu une dictature. Et elle en était la dictatrice. Très bien. Si elle se fichait de mes pensées, elle allait apprendre que je n'avais pas besoin de sa permission pour agir. Pendant qu'elle planifiait sa rébellion déguisée en voyage d'anniversaire, je préparais autre chose. Elle pensait m'apprendre une leçon sur le contrôle. Elle allait apprendre une leçon sur les conséquences. La veille de son départ. Elle a fait ses valises avec l'enthousiasme de quelqu'un qui s'échappe de prison. Vêtements de marque. Chaussures hors de prix. Bijoux que je lui avais offerts pour ses anniversaires précédents. Elle emportait tout ce qui avait de la valeur pour frimer devant ses amis toxiques.
Fais en sorte de t'ennuyer de moi pendant mon absence, a-t-elle dit sarcastiquement en chargeant sa valise dans sa voiture. Oh, je vais t'ennuyer, ai-je répondu avec un sourire. Vraiment, elle n'avait aucune idée à quel point ces mots allaient se révéler vrais. Dès que sa voiture a disparu au coin de la rue, je suis rentré dans la maison et j'ai fait ce que j'aurais dû faire des mois plus tôt. J'ai sorti tous les relevés bancaires, les factures de carte de crédit et les documents financiers. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. En 3 mois, elle avait dépensé plus de 7 500 € pour ce qu'elle appelait des soins personnels et du développement personnel. Soins au spa, virée shopping, dîner coûteux avec ses amis, cours en ligne qu'elle n'a jamais terminés, abonnements à la salle de sport qu'elle n'a jamais utilisés. La liste était interminable. Mais ce n'était même pas le pire. Elle avait ouvert 2 nouvelles cartes de crédit à mon insu. 2 cartes déjà au maximum, remplies d'achats dont je n'avais aucune idée. Sacs de marque, bijoux, produits de soins coûteux et d'innombrables achats en ligne compulsifs. Ma femme, celle qui comparait autrefois les prix au supermarché, était devenue un désastre financier. Et j'avais été trop occupé à lui faire confiance pour le remarquer. Pendant que je passais en revue ce carnage financier, mon téléphone s'est mis à vibrer avec des notifications. Elle avait déjà commencé à poster sur les réseaux sociaux depuis l'aéroport, exhibant son billet en première classe et une coupe de champagne. Première classe, pour un vol de 4 heures, parce qu'apparemment, la classe économique ne convenait pas à son nouveau style de vie. Ce soir-là, ces réseaux sociaux étaient une parade d'excès. Photos de leur suite au casino de Monte-Carlo. Bouteilles de champagne coûtant plus cher que notre budget mensuel pour les courses. Et dîner dans un restaurant de chefs célèbres où un seul repas coûtait ce que nous dépensions habituellement pour une semaine de nourriture. Puis est venu le véritable coup de poignard. Une vidéo d'elle dans une boîte de nuit exclusive. Portant une robe que je n'avais jamais vue, dansant avec un inconnu pendant que ses amis l'encourageaient. La légende disait « Enfin libre d'être moi-même ». J'ai fait des captures d'écran de tout, chaque publication, chaque story, chaque tag de ses amis. La documentation serait importante plus tard, mais la véritable révélation est arrivée le lendemain matin, quand mon voisin a frappé à ma porte. Il semblait mal à l'aise, comme s'il apportait une mauvaise nouvelle qu'il ne voulait pas partager. « Écoute, je ne me mêle pas des affaires des autres d'habitude, » a-t-il dit, « mais je pense que tu devrais savoir, mon frère travaille à la banque en ville, et il a mentionné avoir vu ta femme la semaine dernière. » Elle posait des questions sur la séparation des comptes et le transfert de fonds. Mon estomac s'est noué. Elle n'avait pas seulement planifié ce voyage à Monte-Carlo, elle avait planifié de saboter financièrement notre mariage. Pendant que je travaillais et payais les factures, elle préparait sa stratégie de sortie. Je l'ai remerciée et j'ai immédiatement appelé la banque. Effectivement, elle avait tenté de transférer de l'argent de notre compte d'épargne commun vers son compte personnel. La seule raison pour laquelle cela n'avait pas abouti était que le montant nécessitait nos 2 signatures pour les transferts supérieurs à 5 000 €. Elle avait essayé de voler la moitié de nos économies pour financer son aventure à Monte-Carlo et ce qui suivrait. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un ami qui travaillait dans l'hôtellerie. Il avait vu ces publications et voulait me prévenir de quelque chose qu'il avait remarqué. L'hôtel où elle séjourne. La suite qu'elle a réservée. C'est 100 € la nuit, pour 4 nuits, et les restaurants qu'elle montre. Ce ne sont pas juste des endroits chers. Ce sont des lieux où les gens vont pour frimer. Elle ne dépense pas seulement de l'argent, elle le brûle pour faire une déclaration. Une déclaration. C'était exactement ça. Une déclaration que notre mariage ne signifiait rien pour elle. Que notre stabilité financière était moins importante que son image sur les réseaux sociaux. Et que mes opinions et préoccupations ne valaient rien. Au 2e jour de son voyage, les publications sur les réseaux sociaux sont devenues encore plus extravagantes. Location de cabanons privés pour des soirées exclusives au bord de la piscine. Virée shopping dans des boutiques de luxe et aux Galeries Lafayette de Monte-Carlo. Photos de jeux d'argent avec des piles de jetons. Chaque publication était plus extravagante que la précédente. Mais les commentaires de ses amis m'ont vraiment atteint. Elle l'encourageait, vivre sa vérité. Lui disait qu'elle méritait ça. Et faisait des remarques désobligeantes sur le fait d'être enfin libérée de l'énergie négative. Elle traitait cela comme si elle échappait à une situation abusive plutôt que de manquer de respect à son mariage. C'est là que j'ai commencé à passer mes propres coups de fil, d'abord à notre comptable, puis à un avocat, et enfin aux sociétés de cartes de crédit. Si elle voulait jouer à des jeux financiers, je devais comprendre exactement quel type de dégâts elle pouvait causer et quelles options j'avais pour me protéger. L'avocat, ça a été particulièrement utile. Il m'a expliqué que ces dépenses imprudentes pouvaient être considérées comme une dissipation des actifs matrimoniaux
et que ses tentatives de cacher des informations financières et de transférer de l'argent à mon insu étaient des signaux d'alarme sérieux dans une éventuelle procédure de divorce. Documentez tout, m'a-t-il conseillé. Chaque achat, chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque tentative de dissimuler des décisions financières, ce comportement montre un schéma d'irresponsabilité financière et de tromperie. Le 3e jour, elle m'a enfin appelé, pas pour prendre des nouvelles, pas pour s'excuser, mais pour se plaindre qu'une de ses cartes de crédit avait été refusée dans une bijouterie de luxe. Peux-tu appeler la société de cartes de crédit et augmenter la limite ? A-t-elle demandé nonchalamment, comme si elle me demandait d'acheter du lait au magasin. Quelle carte ? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. La carte Société Générale. Je veux m'acheter quelque chose de beau, et c'est gênant qu'elle ait été refusée devant mes amis. Gênant. Elle s'inquiétait d'être gênée devant les mêmes amis qui l'encourageaient à détruire notre mariage. Pendant que j'étais à la maison, découvrant le chaos financier qu'elle avait créé. Combien as-tu dépensé jusqu'à présent ? Ai-je demandé ? Ce n'est pas important. Contente-toi de régler le problème de la carte. En fait, si, c'est important. On avait convenu d'un budget pour ce voyage. Elle a ri, ce même rire dédaigneux que j'avais entendu avant son départ. Un budget ? Je ne suis pas une ado avec de l'argent de poche. Je suis une femme adulte qui fête son anniversaire. Avec notre argent. Mon argent. A-t-elle corrigé ? Je travaille. Je gagnais. Je dépense. Fin de l'histoire. C'est là que j'ai su avec certitude que ce mariage était fini. Pas à cause des dépenses. Pas à cause du voyage, mais parce qu'elle avait fondamentalement perdu tout respect pour moi et pour notre partenariat. Dans son esprit, elle était célibataire. J'étais juste un colocataire dont elle ne s'était pas encore débarrassée. Profite bien du reste de ton voyage. Ai-je dit calmement ? C'est tout. Tu ne vas pas réparer la carte. Non, je ne vais pas la réparer. Elle m'a raccroché au nez. 20 minutes plus tard, j'ai reçu une série de messages, textes furieux m'accusant d'être contrôlant. Mesquin. Et pire encore, ses amis l'avaient clairement coaché sur quoi dire. Car le langage était identique aux conseils toxiques que j'avais vus dans leurs discussions de groupe. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que chaque message furieux, chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque décision financière qu'elle prenait renforçait mon dossier. Elle documentait son propre manque de respect et son irresponsabilité mieux que je n'aurais pu le faire. Pendant qu'elle s'amusait à poster des vidéos d'elle dépensant notre argent à Monte-Carlo, je me préparais pour son retour. Elle pensait m'apprendre une leçon sur l'acceptation de son indépendance. Elle allait découvrir que l'indépendance a des conséquences et que le manque de respect a un prix qu'elle ne pouvait pas se permettre. La dernière publication de son voyage la montrait. Elle et ses amis. Pourtant, un toast avec du champagne coûteux. Avec la légende. Mais leur anniversaire de ma vie. Certaines personnes méritent d'être gardées. D'autres vous freinent. Parfait. Elle venait d'annoncer publiquement qu'elle me considérait comme un poids mort dans sa vie. Cette publication serait du plus bel effet au tribunal de divorce. Pendant qu'elle s'amusait à Monte-Carlo, traitant notre mariage comme une plaisanterie, je me transformais en quelqu'un qu'elle ne connaissait visiblement pas du tout. L'homme qu'elle avait laissé derrière elle n'était pas celui qui l'attendrait à son retour. Première étape. Le cabinet d'avocats. J'ai franchi la porte de la salle de conférence avec un dossier rempli de preuves qui ferait sourire n'importe quel avocat spécialisé dans les divorces. Relevés bancaires, factures de cartes de crédit, capture d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux et documentation de ses tentatives de dissimuler des transactions financières. C'est l'un des cas les plus clairs de mauvaise conduite financière que j'ai vu en des années, a dit l'avocat après avoir tout examiné. Elle a créé une piste écrite qui plaide pratiquement votre cause pour vous. Nous avons passé 2 heures à examiner mes options, séparation des actifs, protection des comptes joints, et ce qu'il a appelé un positionnement stratégique pour une éventuelle procédure de divorce. Le plus beau, c'est que tout ce que nous discutions était parfaitement légal et totalement justifié compte tenu de son comportement. La clé ici, a-t-il expliqué, c'est qu'elle a démontré un schéma de tromperie et d'irresponsabilité financière. Les tribunaux ne voient pas d'un bon œil les conjoints qui tentent de cacher des actifs ou de prendre des décisions financières majeures sans consulter leur partenaire. En quittant son bureau, j'avais un plan d'action clair et le numéro d'un conseiller financier spécialisé dans la protection des actifs lors de conflits matrimoniaux. Ensuite, je me suis rendu à notre banque. La conversation avec le directeur de l'agence a été révélatrice. Apparemment, elle était venue plusieurs fois au cours du dernier mois, posant des questions sur les procédures de compte, les limites de transfert, et comment mettre en place des paiements automatiques de notre épargne commune vers son compte personnel. « Je ne devrais probablement pas vous dire ça », a murmuré le directeur,
Mais elle semblait très intéressée par la rapidité avec laquelle elle pouvait transférer de grosses sommes sans votre signature. Cela confirmait ce que je soupçonnais déjà. Ce voyage à Monte-Carlo n'était pas seulement pour son anniversaire ou pour prouver un point sur l'indépendance. C'était un test pour quelque chose de beaucoup plus grand. Elle planifiait son évasion. Et elle avait l'intention d'emporter autant de notre argent que possible. J'ai passé le reste de la journée à réorganiser toute notre structure financière. J'ai ouvert de nouveaux comptes à mon seul nom, documenter chaque actif partagé que nous possédions, et créer un inventaire détaillé de tous nos biens communs. Si elle voulait jouer à des jeux financiers, j'allais m'assurer de savoir exactement ce qui était en jeu. Le conseiller financier a été brutalement honnête sur ma situation. Votre femme vous a mis dans une position vulnérable, a-t-il dit, mais la bonne nouvelle, c'est que son comportement a été si imprudent et bien documenté que protéger vos intérêts devrait être simple. Nous avons mis en place une stratégie pour sauvegarder mon crédit, protéger mes actifs et garantir que sa frénésie de dépenses ne puisse pas nuire à mon avenir financier. Cela semblait étrange de prendre ces mesures, mais son comportement m'y avait forcé. Pendant ce temps, ses publications sur les réseaux sociaux devenaient de plus en plus extravagantes. Le 3e jour a apporté des photos d'une virée shopping qui a dû coûter des milliers d'euros. Sacs de marque, chaussures scooteuses, bijoux et vêtements qu'elle ne porterait probablement qu'une fois avant qu'ils ne finissent oubliés dans son placard. Mais le vrai choc a été une vidéo qu'elle a postée d'elle dans un spa haut de gamme, recevant un soin qui coûtait plus cher que les remboursements de voitures de la plupart des gens. La légende disait « Je me traite comme la reine que je suis. La vie est trop courte pour se contenter de moins que ce qu'on mérite. » Reine. Elle se qualifiait de reine tout en dépensant notre argent comme si c'était de l'argent de Monopoly et en humiliant publiquement notre mariage sur les réseaux sociaux. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de sa sœur. Elle avait aussi vu les publications sur les réseaux sociaux et était inquiète. Ce n'est pas son genre, a-t-elle dit. Je veux dire, elle a toujours aimé les belles choses. Mais là, c'est excessif. Et ses amies sont toxiques. Elles ont été divorcées 3 fois à elles toutes. Et elles semblent aimer encourager d'autres femmes à faire exploser leur mariage. « Je sais », lui ai-je répondu. « Qu'est-ce que tu vas faire à son retour ?»« Ce qui doit être fait. » Il y a eu un long silence. Elle fait une énorme erreur. Tu es un bon mari. Et elle jette tout ça par la fenêtre, pourquoi? Quelques jours à frimer à Monte-Carlo. Mais voilà ce que je commençais à comprendre. Ce n'était pas vraiment à propos de Monte-Carlo. C'était une question de respect. Elle avait décidé que je ne méritais pas d'être consultée sur les grandes décisions de notre mariage. Elle avait décidé que notre stabilité financière était moins importante que son image. Et elle avait décidé que mes sentiments et préoccupations étaient sans importance pour son bonheur. Ce n'étaient pas les décisions de quelqu'un qui voulait sauver son mariage. C'était celle de quelqu'un qui s'était déjà détaché émotionnellement et qui attendait juste le bon moment pour officialiser les choses. Le 4e jour de son voyage, j'ai passé l'appel que je considérais depuis le 1er jour. J'ai contacté les sociétés de cartes de crédit et demandé que les limites de nos cartes communes soient réduites pour éviter d'autres dégâts. C'était une mesure temporaire. Mais cela l'empêcherait de continuer à accumuler des dettes pendant qu'elle était à Monte-Carlo. 2 heures plus tard, mon téléphone a explosé de messages furieux. Apparemment, une de ses cartes avait été refusée à nouveau, cette fois dans un restaurant coûteux où elle essayait d'impressionner ses amis avec sa générosité. « Qu'est-ce que t'as fait ?» a-t-elle exigé dans un message vocal empreint de rage pure. Je suis humilié. Ma carte a été refusée devant tout le monde. Tant mieux. Peut-être qu'un peu d'humiliation l'aiderait à comprendre ce que je ressentais en la regardant détruire notre mariage sur les réseaux sociaux tout en dépensant notre argent comme une gagnante de la loterie. Répare ça tout de suite ou il y aura des conséquences à mon retour. A-t-elle menacé dans un autre message? Des conséquences. Elle me menaçait de conséquences pour avoir protégé notre avenir financier de ses dépenses imprudentes. L'ironie était presque drôle. Je n'ai pas répondu à ces messages. Au lieu de cela, j'ai utilisé ce temps pour rendre visite à notre agent d'assurance, à notre société de prêt hypothécaire et à nos comptes d'investissement commun. Si elle prévoyait de quitter ce mariage, j'allais m'assurer qu'elle ne puisse pas m'entraîner dans sa chute. Cette nuit-là, elle m'a appelé directement. Sa voix était différente cette fois, moins en colère et plus manipulatrice. « Bébé, je ne sais pas ce qui cloche avec nos cartes, mais c'est vraiment gênant. Peux-tu appeler et régler le problème? S'il te plaît, je promets d'être plus prudente avec les dépenses à mon retour. Bébé. » Elle m'appelait bébé maintenant, utilisant la voix douce qu'elle employait autrefois quand elle voulait quelque chose. Mais ses promesses ne valaient plus rien. Elle m'avait déjà montré qui elle était vraiment. Les cartes vont bien. Lui ai-je dit, les limites sont juste plus basses à maintenant. Plus basses. Pourquoi les as-tu baissées sans me demander? Pour la même raison que toi, tu as réservé ce voyage sans me demander.
Parfois, il faut prendre des décisions unilatérales pour se protéger. Le silence à l'autre bout du fil en disait long. Elle commençait enfin à réaliser que je n'étais pas le faible qu'elle pensait. Quand je rentrerai, on aura une sérieuse discussion, a-t-elle dit, sa voix retrouvant ce ton menaçant. Oui, c'est sûr, ai-je acquiescé. On aura une discussion. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais 3 longueurs d'avance sur elle. Pendant qu'elle s'amusait à poster des photos et à dépenser de l'argent, j'avais préparé la conversation qui mettrait fin à notre mariage. Elle pensait rentrer chez le même homme qu'elle avait laissé derrière elle. Elle allait découvrir à quel point elle avait tort. Son vol devait atterrir à 15h47 le dimanche. Je le savais parce que j'avais suivi son itinéraire, non par souci pour sa sécurité, mais parce que je devais tout chronométrer parfaitement. À 8h ce matin-là, j'ai passé les appels que je préparais toute la semaine. D'abord à la banque, puis à chaque société de carte de crédit, et enfin à notre compte d'investissement commun. À 10h, elle avait été retirée en tant qu'utilisatrice autorisée de tous les comptes que j'avais le droit légal de contrôler. Les comptes joints restaient accessibles à nous deux. Mais j'avais transféré ma part de nos économies sur un compte séparé pour éviter tout retrait surprise. Tout ce que je faisais était parfaitement légal et dans mes droits en tant que personne mariée protégeant ses actifs. À midi, j'ai reçu la confirmation que tous les changements avaient été traités. Elle le découvrirait en essayant d'utiliser nos cartes pour les frais de son retour. Les frais de parking, les trajets Uber, les repas à l'aéroport, ses habituelles virées shopping post-vacances pour adoucir la déception de rentrée. Tout serait refusé. Je me suis assis dans mon bureau à domicile, regardant les copies imprimées de chaque publication qu'elle avait faite pendant son voyage. 4 jours à humilier publiquement notre mariage tout en brûlant des milliers d'euros. 4 jours à me traiter comme un obstacle insignifiant à son bonheur. Mon téléphone a vibré avec un texto d'elle. Atterri. Je prends un Uber pour rentrer. J'ai hâte de dormir dans mon lit. Sans lit. Choix de mots intéressants. 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Son nom s'est affiché à l'écran. Mais cette fois, je n'ai pas hésité à répondre. Qu'est-ce qui cloche avec mes cartes? A-t-elle exigé, sans aucune politesse? Aucune ne fonctionne. Et je suis coincé à l'aéroport. Elle fonctionne parfaitement. Ai-je répondu calmement. Tu n'es simplement plus autorisé à les utiliser. Comment ça? Pas autorisé. Ce sont mes cartes aussi. En fait, la plupart étaient à mon nom, avec toi comme utilisatrice autorisée. J'ai simplement retiré cette autorisation. Le silence à l'autre bout a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Quand elle a enfin parlé, sa voix tremblait de rage. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me laisser coincé à l'aéroport. Je ne te laisse coincé nulle part. Tu as accès à ton compte personnel et au fonds que tu as gagné toi-même. Utilise ton indépendance. Mon compte personnel a genre 300 euros. Ce n'est pas assez pour rentrer. Alors peut-être que tu n'aurais pas dû dépenser 7500 euros en 4 jours pour frimer devant tes amis. Un autre long silence. Je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau tourner alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. C'est de l'abus financier, a-t-elle fini par crier. Tu essaies de me contrôler. Je me protège de quelqu'un qui a essayé de voler la moitié de nos économies et qui dépense sans compter depuis des mois. Il y a une différence. Je ne volais rien. Cet argent nous appartient à tous les deux. Exactement. C'est pourquoi le transférer sans me consulter était une tentative de vol. Tout comme dépenser des milliers d'euros sans en discuter était une trahison financière. J'entendais les annonces de l'aéroport en fond sonore et savais qu'elle commençait à paniquer. Tant mieux. La panique pourrait l'aider à comprendre la gravité de ce qu'elle avait fait à notre mariage. « S'il te plaît », a-t-elle dit, sa voix soudain plus faible. « Répare la carte pour que je puisse rentrer. On en parlera? On parlera quand tu seras là. Trouve ton propre moyen de rentrer. » J'ai raccroché. 20 minutes plus tard, elle a rappelé, en pleurs cette fois. J'ai appelé un Uber, mais ça va coûter presque 200 euros pour rentrer. C'est presque tout l'argent qu'il me reste. On dirait une conséquence de ta frénésie de dépenses à Monte-Carlo. Pourquoi es-tu si cruel? Je voulais juste fêter mon anniversaire. En humiliant publiquement notre mariage et en dépensant comme si nous étions millionnaires. Ce n'est pas fêter, c'est du sabotage. Elle a essayé plusieurs autres tactiques pendant cette conversation. Larmes. Colère, culpabilisation, promesser de changement, même des menaces sur ce que ses amis penseraient de la façon dont je la traitais. Rien n'a fonctionné, car j'avais enfin vu qui elle était vraiment. 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel d'une de ses amies. Apparemment, elle les avait contactés pour obtenir de l'aide pour rentrer de l'aéroport. « Tu dois réparer ce qui cloche avec ses cartes », a exigé l'amie. Elle est coincée à l'aéroport en pleurs. Elle n'est pas coincée. Ai-je répondu ? Elle a de l'argent sur son compte personnel.
Elle ne veut simplement pas dépenser son propre argent après avoir brûlé le nôtre toute la semaine. Tu es contrôlant et abusif. Je suis responsable. Ce qu'elle a oublié d'être, je lui ai raccroché au nez aussi. Le soir, elle est enfin arrivée à la maison, l'air épuisé et vaincu. Elle a franchi la porte d'entrée avec ses bagages coûteux et s'est immédiatement lancée dans une tirade sur à quel point il avait été humiliant d'avoir ses cartes refusées et sur ce que ses amis pensaient de moi, me traitant de monstre contrôlant. Tant mieux, ai-je dit, qu'elles pensent ce qu'elles veulent. Leurs opinions ont cessé de m'importer quand elles t'ont encouragé à détruire notre mariage. Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois. L'homme qui écoutait patiemment ses plaintes autrefois, qui s'excusait pour des choses qui n'étaient pas de sa faute, qui suppliait pour avoir son attention et son approbation. Cet homme n'était plus là. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, posant ses bagages. Oui, c'est vrai. Mais d'abord, tu dois comprendre quelque chose. Les cartes ne sont pas cassées. Tu n'es plus autorisé à les utiliser parce que je ne peux plus te faire confiance avec notre sécurité financière. Tu ne peux pas me couper l'accès à notre argent. Je ne t'ai coupé de rien. Les comptes joints sont toujours accessibles à nous deux. Tu ne peux simplement plus accumuler de dettes sur les cartes de crédit ou transférer de l'argent sans que je le sache. Elle a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler quelque chose, probablement pour vérifier ce qui avait changé sur nos comptes bancaires. C'est insensé, a-t-elle marmonné. Tu me traites comme une criminelle. Tu as essayé de transférer 5 000 € de notre épargne sans me le dire. Tu as ouvert des cartes de crédit derrière mon dos. Tu as dépensé 7 500 € en 4 jours tout en publiant que je te freinais. Comment qualifierais-tu ce comportement? Pour la première fois depuis qu'elle était rentrée, elle n'a pas eu de réponse immédiate. Les preuves étaient accablantes, et nous le savions tous les deux. Je veux divorcer, a-t-elle enfin dit, comme si c'était une menace. J'ai hoché la tête calmement. Je m'en doutais. J'ai déjà parlé à un avocat. Son visage s'est figé de choc. Elle s'attendait à ce que je panique, que je la supplie de reconsidérer, que je promette de changer. Au lieu de cela, j'étais encore en avance sur elle. Tu as déjà parlé à un avocat? A-t-elle répété, la voix à peine audible. Il y a 4 jours, juste après que tu as posté cette vidéo où tu te qualifiais de reine et disais que certaines personnes te freinaient, elle a alors réalisé que chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque achat, chaque humiliation publique de notre mariage avait été documentée et cataloguée. Son voyage à Monte-Carlo n'avait pas été une célébration de son indépendance. C'était une démonstration complète de pourquoi notre mariage était fini. La femme qui était partie à Monte-Carlo en pensant m'apprendre une leçon sur le respect de son indépendance allait découvrir que l'indépendance fonctionne dans les deux sens et que les conséquences finissent toujours par se faire sentir. Elle a passé l'heure suivante à essayer toutes les tactiques de manipulation possibles. D'abord les larmes, puis la colère, suivie de marchandage, et enfin des menaces. C'était comme regarder quelqu'un traverser les étapes du deuil, sauf qu'elle pleurait la perte de son contrôle financier sur moi. Tu ne peux pas décider de divorcer juste parce que je suis partie en voyage avec mes amis, a-t-elle dit, faisant les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Ce n'est pas à propos d'un voyage. C'est à propos du respect, de la confiance et de la responsabilité financière. 3 choses que tu as complètement abandonnées. Elle s'est arrêtée et m'a fait face avec ce regard défiant dont j'étais lassé. Mes amis avaient raison à ton sujet. Tu es contrôlant. Un vrai homme soutiendrait l'indépendance de sa femme. Une vraie femme discuterait des décisions financières importantes avec son mari au lieu d'essayer de voler de l'argent et de maximiser des cartes de crédit dans son dos. Je ne volais pas. Cet argent est à moitié à moi. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai sorti le dossier que j'avais préparé. Relevé bancaire, factures de cartes de crédit, documentation de ses comptes secrets, capture d'écran de toutes ses publications de Monte-Carlo. Parlons de ce qui est vraiment à toi, ai-je dit, étalant les papiers sur la table basse. Au cours des 6 derniers mois, tu as dépensé plus de 14 000 € pour ce que tu appelles des soins personnels et du développement personnel. Pendant ce temps, je payais l'hypothèque, les factures, les remboursements de voiture et l'assurance. Son visage est devenu pâle alors qu'elle regardait les preuves étalées devant elle. Tu as suivi mes dépenses. J'essayais de comprendre pourquoi nos comptes joints étaient constamment vidés pendant que tu te plaignais qu'on n'avait jamais d'argent pour quoi que ce soit d'important. Elle a pris un relevé de carte de crédit et l'a fixé comme si elle le voyait pour la première fois. Certains de ces achats étaient pour nous deux, a-t-elle dit faiblement. Vraiment. Lesquels? La journée au spa à 500 € avec tes amis. Les sacs de marque que tu caches dans ton placard. L'abonnement à la salle de sport que tu as utilisé 3 fois. Chaque question l'a frappée comme un coup physique. Elle n'avait aucune défense. Car il n'y en avait pas. Les chiffres ne mentaient pas. Et nous le savions tous les deux. D'accord, a-t-elle dit,
Je tends le relevé sur la table. Peut-être que j'ai dépensé plus que je n'aurais dû, mais ça ne te donne pas le droit de me couper l'accès à nos comptes. En fait, si, surtout quand tu essaies de transférer de l'argent sans que je le sache et que tu ouvres des cartes de crédit derrière mon dos. Elle s'est assise lourdement sur le canapé, comprenant enfin que son comportement irresponsable avait des conséquences qu'elle n'avait pas anticipées. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» a-t-elle demandé. « Rien. C'est tout le problème. Je ne veux plus rien de toi. Tu as clairement montré que mon opinion n'a pas d'importance, que notre mariage n'a pas d'importance et que notre stabilité financière n'a pas d'importance. Alors maintenant, tu peux être aussi indépendante que tu veux. Tu vas vraiment jeter notre mariage à cause d'argent. » J'ai ri, mais sans humour. Ce n'est pas moi qui jette quoi que ce soit. Tu l'as fait quand tu as décidé d'humilier publiquement notre relation tout en nous endettant. Tu l'as jeté quand tu as essayé de voler dans nos économies. Tu l'as jeté quand tu m'as dit que tu te fichais de ce que je pensais de tes décisions. Elle est restée silencieuse un long moment, fixant les preuves de sa trahison financière éparpillées sur la table. Mes amis disaient que tu essaierais de m'abuser financièrement si je me défendais. A-t-elle finalement dit ? Tes amis. Parlons d'elle 1 minute. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à lire les captures d'écran que j'avais enregistrées. Voici ce que ton ami a posté il y a 3 jours. Les hommes sont intimidés par les femmes qui réussissent et qui connaissent leurs valeurs. Voici une autre. Le bonhomme soutiendra tes rêves sans poser de questions. Et ma préférée ? S'il s'inquiète de l'argent. Ce n'est pas le bon. Elle s'est agitée, mal à l'aise. Alors que je lisais chaque conseil toxique que ses amis lui avaient donné, ces femmes ont été divorcées 7 fois, à elles toutes. C'est pousse. Et elles t'ont encouragé à détruire ton mariage pour que tu puisses rejoindre leur club de célibataires amers. Elles essayaient de m'aider à trouver mon indépendance. Elles essayaient de t'entraîner dans leur misère. Et ça a marché. Elle a recommencé à pleurer. Mais cette fois, ça semblait différent. Moins manipulateur, plus sincère. Comme si elle voyait enfin la situation clairement pour la première fois. « Je ne voulais pas que ça devienne si grave », a-t-elle murmuré. « Mais c'est devenu grave. Et le pire, c'est que tu as continué à aggraver les choses même après que j'ai essayé d'en parler avec toi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, tu apprends ce qu'est la véritable indépendance. Tu payes tes propres factures, tu prends tes propres décisions financières et tu fais face aux conséquences de tes choix sans que je sois là pour te tirer d'affaire. » Elle m'a regardé avec une véritable peur dans les yeux. « Tu vas vraiment divorcer de moi. Tu as déjà divorcé de moi. Tu n'as simplement pas encore rempli les papiers. S'il te plaît ?» a-t-elle dit, saisissant ma main. « On peut réparer ça. Je vais couper les cartes de crédit. Je vais arrêter de fréquenter ses amis. Je ferai ce que tu veux. » J'ai retiré ma main doucement mais fermement. « C'est trop tard pour ça. Tu ne peux pas défaire l'argent dépensé. Tu ne peux pas reprendre l'humiliation publique. Et tu ne peux pas reconstruire une confiance complètement détruite. Et la thérapie de couple. Et si tu me donnais une autre chance ? Je t'ai donné des chances. Chaque fois que j'ai essayé de discuter de nos finances, chaque fois que j'ai exprimé mon inquiétude au sujet de tes dépenses, chaque fois que je t'ai demandé de considérer comment tes décisions affectaient notre mariage, tu as ignoré chaque opportunité de changer de cap. Elle est restée là, pleurant, comprenant enfin que ses actions avaient des conséquences dont elle ne pouvait pas se sortir par le charme ou la manipulation. « Où suis-je censée aller ?» a-t-elle demandé. « Ce n'est plus mon problème. Tu es une femme indépendante. Souviens-toi, débrouille-toi. Tu vas vraiment me rendre sans abri. Je ne te rends rien du tout. Ce sont tes choix qui t'ont mené ici. Assume-les. » Elle allait essayer quelques autres tactiques pendant l'heure suivante. Promettre de changer, menacer de m'exposer sur les réseaux sociaux, même tenter de me séduire. Rien n'a fonctionné, car j'avais enfin vu son vrai caractère. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible après cette révélation. L'avocat te contactera pour les démarches de divorce. Lui ai-je dit alors qu'elle rassemblait ses affaires ? Ce n'est pas fini. A-t-elle dit ? Sa voix retrouvant ce ton menaçant familier. Si, ça l'est. Et demain, tu réaliseras à quel point c'est vraiment fini. Elle est sortie en trombe, claquant la porte derrière elle. 20 minutes plus tard, je l'ai regardée par la fenêtre, charger sa voiture avec les bagages coûteux de son voyage à Monte-Carlo. Elle allait probablement rester chez une de ses amies toxiques, les mêmes qui l'avaient encouragée à détruire son mariage. Parfait. Elles pouvaient toutes être misérables ensemble. 3 semaines plus tard, elle était sur mon trottoir, pleurant et implorant mon pardon. Mais à ce moment-là, la machine judiciaire était déjà en marche. Et rien ne pouvait l'arrêter. Les papiers du divorce lui avaient été remis à l'appartement de son ami, accompagnés d'un compte-rendu financier détaillé que son avocat avait probablement qualifié de cauchemar. Chaque achat caché, chaque carte de crédit secrète,
Chaque tentative de transfert d'argent sans autorisation était documentée et présentée comme preuve de mauvaise conduite financière. « S'il te plaît ?» sanglotait-elle depuis le trottoir. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut surmonter ça. » Je l'ai regardée par la fenêtre. La femme qui s'était autrefois qualifiée de reine faisait maintenant face à la réalité de son indépendance. Ses amis toxiques s'étaient lassés de la soutenir après 2 semaines. Les cartes de crédit qu'elle avait maximisées exigeaient des paiements, et l'avocat lui avait expliqué à quel point sa situation était grave. « Les papiers sont déjà déposés », ai-je crié à travers la porte. « Mon avocat dit que tu as été notifié. Je ne peux pas me permettre un avocat. Je ne peux rien me permettre. S'il te plaît, parle-moi. » C'est alors que j'ai ouvert la porte. Non par compassion, mais pour lui délivrer le message final qu'elle devait entendre. « Tu voulais l'indépendance. Tu l'as eue. Tu voulais prendre des décisions unilatérales sans considérer ton conjoint. Félicitations. Tu es célibataire maintenant, mais je t'aime. Tu aimes ma stabilité financière. Il y a une différence. Elle a essayé de me pousser pour entrer dans la maison, mais je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. La date du tribunal est fixée pour le mois prochain. » Lui ai-je dit calmement. « Mon avocate a toute la documentation de ta mauvaise conduite financière, les cartes de crédit cachées, les tentatives de transfert d'argent, les dépenses imprudentes. Toutes. » Son visage est devenu blême. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas être tenu responsable des dettes que tu as créées. Ça veut dire que le juge verra exactement qui a initié la rupture de ce mariage. Et ça veut dire que ta célébration à Monte-Carlo va te coûter bien plus cher que prévu. » Elle s'est effondrée sur le trottoir, comprenant enfin que ses actions avaient des conséquences qu'elle ne pouvait ni charmer ni manipuler pour s'en sortir. « J'avais tort, » a-t-elle murmuré. « J'avais tellement tort surtout. » « Oui, tu avais tort. Mais avoir tort ne répare pas les dégâts. » 2 mois plus tard, le divorce était finalisé. Elle a été condamnée à rembourser l'argent qu'elle avait volé sur nos comptes joints, tenue responsable de toutes les dettes qu'elle avait accumulées sur ses cartes de crédit secrètes et obligée de me dédommager pour mes frais juridiques. Ses amis, celle qui l'avait encouragée à vivre sa vérité, étaient introuvables lorsqu'elle a eu besoin d'aide pour faire face aux conséquences financières de leurs conseils. J'ai gardé la maison, le revenu stable et mon amour-propre. Elle a obtenu son indépendance, accompagnée d'une montagne de dettes et une dure leçon sur ce qui arrive quand on prend la patience de son conjoint pour de la faiblesse. Parfois, je vois ses publications sur les réseaux sociaux maintenant. Plus d'hôtels de luxe ni de restaurants coûteux. Plus de se qualifier de reine ou de parler des gens qui la freinaient. Juste une femme qui travaille à 2 emplois pour rembourser la dette de sa célébration de 4 jours de l'indépendance à Monte-Carlo. La dernière fois qu'elle est passée devant la maison, elle a ralenti et a fixé la vie qu'elle avait jetée pour un week-end à frimer devant des femmes qui ne l'aimaient même pas assez pour l'aider quand les choses se sont corsées. L'indépendance. Il s'avère, coûte cher, et certaines leçons ne s'apprennent qu'à la dure. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne ? Ça nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.